Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. D'abord, j'aimerais m'excuser pour la petite voix rauque que vous allez entendre au cours de la semaine. Je sors d'une vilaine grippe, une grippe d'homme. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, on est là, fidèle au poste et on va bien sûr vous livrer les meilleures émissions possibles tout au long de la semaine. Comme premier invité, je reçois le nouveau ministre responsable de la Montérégie et ministre de l'Immigration, les députés aussi de Chambly. Il y a beaucoup de dossiers sur le feu. Il s'agit de M. Jean-François Roberge. M. Roberge, bonjour. Bonjour. Comme si vous n'en aviez pas assez, on vous a rajouté le poste de ministre responsable de la Montérégie. En fait, c'est en raison de la présence de Mme Christine Fréchette dans la course à la chefferie, là, où elle était ministre responsable, donc on devait la remplacer. Exact. Qu'est-ce que ça amène, ce poste-là? Bien, je vous dirais un devoir de concertation avec l'ensemble des élus de la Montérégie, autant les élus du caucus, les députés, mais aussi les maires, les préfets. L'idée, c'est de voir quels sont les dossiers prioritaires, puis les porter au gouvernement, auprès des ministres responsables. Je suis nouveau à ce poste-là, de ministre responsable de la Montérégie, mais je participe aux rencontres des caucus montérégiens depuis, presque 12 ans. Là. Donc, je commence à savoir comment fonctionne. Vous avez ciblé, je pense, deux priorités, là, la santé et le transport collectif. Oui, je vous dirais que je dirais le transport, pas seulement le transport collectif, le transport point. L'accessibilité à la santé, parce que tout le monde le dit, là, une fois qu'on est entré dans le réseau de la santé, il n'y a pas d'enjeu. Les gens sont professionnels, sont extraordinaires, sont avenants, on est bien soignés. Parfois, c'est à quelle porte frapper pour être vraiment pris en charge. Puis on fait des pas à cet égard-là, d'ailleurs, là, avec l'entente avec les médecins. Il y a de plus en plus de personnes qui sont prises en charge, mais je veux m'assurer que ça se passe ici, chez nous, à Montérégie. Puis le transport, toujours, c'est l'équilibre entre l'entretien, puis on le voit avec les nids de poules, l'entretien du réseau existant. Après ça, consolider le réseau, puis penser aux gens qui sont en transport collectif. Je pense que c'est vraiment prioritaire pour les Montérégiens. Oui. En fait, on va élargir ça sur le transport collectif parce que le maire de Saint-Jean que j'ai reçu la semaine dernière s'inquiétait de l'abandon de l'avoir réservé sur le pont Champlain. Aurait souhaité que le REM se prolonge à Saint-Jean et même dans votre comté à Chambly. Il me mentionnait qu'il avait l'intention de... Je ne sais pas si vous vous êtes parlé de ce dossier-là, mais est-ce que vous souhaiteriez qu'on règle ce dossier-là? Est-ce que vous en faites une priorité pour Saint-Jean-sur-Richelieu d'améliorer l'accès à Montréal pour les gens de Saint-Jean? J'ai vu l'entrevue du maire Latour, dans laquelle il parlait beaucoup de l'axe de l'autoroute 10, en réalité. Ouais. Quand on est à Saint-Jean, effectivement, l'axe d'autoroute 10 pour se rendre à Montréal, c'est important. Juste signaler que de plus en plus, par contre, il faut se le dire, là, les gens maintenant dans les couronnes habitent sur la couronne, travaillent sur la couronne. C'est plus vrai là, que tout le monde qui est sur la Rive-Sud, c'est juste pour dormir puis on va travailler à Montréal. Ça, c'est quand même une vision qui date. Ceci dit, l'enjeu pour les gens de Saint-Jean et de Chambly, pour se rendre à Montréal, est toujours présent. Le REM, quand il fonctionne, il est extraordinaire. On a des commentaires dithyrambiques, c'est moderne, presque dans le futur. Par contre, il y a encore l'enjeu de la fiabilité, c'est-à-dire au jour le jour, réellement, ne pas s'inquiéter. C'est sûr qu'on travaille avec les gens qui s'occupent, qui sont l'opérateur, qui sont les opérateurs du REM, pour améliorer ça. Mais je ne pense pas que l'idée, c'est de créer à côté du REM une autre voie de passage, puis un autre autobus, puis une autre voie réservée. Je pense qu'il faut faire fonctionner, justement, notre réseau qui est moderne, électrique, non polluant. C'est de passer par le REM puis de réussir cette transition-là. Bon. Il y a Chambly aussi qui a des interrogations parce que Exo a coupé des postes. On s'interroge sur est-ce que les services vont être maintenus pour le transport collectif à Chambly? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je n'ai pas d'informations, mais pour moi, c'est évident qu'il faut maintenir les services. Parfois, il y a des déploiements, redéploiements. Là. C'est toujours en fonction des usagers, évidemment. Là. On ne veut pas des autobus vides à un endroit puis des autres endroits qui ne peuvent pas être déplacés. Il faut maintenir l'offre de services. On ne peut pas croire que ce n'est pas possible de le faire. Il peut y avoir des élagages, des fois, dans la bureaucratie. Ça, c'est nécessaire de le faire. Mais les budgets qu'on accorde, nous, au provincial, au réseau de transport, n'ont jamais été aussi élevés tant pour les opérations que pour les constructions, les infras. Donc, je suis certain qu'il y a moyen de trouver des solutions. Là. Donc, vous allez être à l'écoute, de toute façon, du maire de Saint-Jean et de la mairesse de Chambly. Évidemment. Pour tous ces dossiers. On travaille pour les mêmes citoyens, tout le monde. Donc, c'est sûr qu'on est à l'écoute. Bon. On va parler maintenant de la course à la direction de la CAQ. Vous avez appuyé, donc, ouvertement Mme Christine Fréchette. Peut-être nous expliquer un peu les raisons qui vous amènent à l'appuyer pour cette course. Moi, je connais Christine Fréchette depuis presque 30 ans. Je
l'ai connu très jeune, là, quand on était dans le mouvement étudiant, là, dans la vingtaine. Puis déjà, on voyait que c'était quelqu'un de très, très rigoureux, posé, rassembleur. Après ça, on s'est perdu de vue pendant des années. Mm-hmm. Puis je l'ai retrouvé en 2022 au gouvernement avec beaucoup de bonheur. Puis j'ai retrouvé la même personne qui inspire confiance, qui rassemble naturellement. Fais pas un effort là, pour dire « Ah, je vais essayer de parler à telle personne » pour l'enfiroiper, là, comme certains politiciens le font. Là. Je pense que c'est naturel pour elle de rallier les gens. C'est quelqu'un de très rigoureux, calme, posé et qui a une forte compétence en économie. Avec ce qui se passe sur la planète, ce qui se passe avec Donald Trump, avec les États-Unis, les tarifs, je pense qu'on a besoin de quelqu'un de très solide d'un point de vue économique. Je pense qu'elle sera une excellente première ministre. Et de toute façon, il y avait pas un lien naturel, mais comme c'était c'était votre prédécesseur à l'immigration, donc il y avait peut-être des liens aussi au niveau politique aussi, là, à ce niveau-là. Bien, je vous dirais qu'on a toujours eu d'excellentes relations. Mais à ce compte-là, c'est pas tellement parce qu'on a eu le même ministère, parce que Bernard Drinville a eu le ministère de l'Éducation après moi aussi. Que vous avez eu, oui, c'est ça. Mais ceci dit, j'ai appuyé Christine Fréchette, mais j'ai absolument aucun commentaire négatif à faire sur Bernard Drinville. Je suis très content qu'il fasse la course parce que le fait qu'on ait une vraie course, ça amène des idées et ça brasse, je vous dirais, peut-être les consensus, les idées reçues. Il faut, dans le cadre d'une course à la chefferie, après 8 ans au gouvernement, avoir l'audace de se remettre en question. Oui. Puis cette course-là le démontre très bien que la CAQ est bien forte, bien vivante, avec beaucoup d'idées. Puis on n'a pas peur de bousculer un petit peu. Bon. Ça m'amène à parler des sondages. Au moment de la démission de François Legault, la CAQ était bas dans les sondages, il faut le dire. Mais là, avec les sondages qui ont été publiés au cours des derniers jours, on voit qu'avec Mme Fréchette, par exemple, la CAQ se porte beaucoup mieux. Je pense que c'est 23 ou 24 même des intentions de vote là, actuellement. Donc, ceux qui disaient que la CAQ, c'était le parti de François Legault, bien, en partie, ils avaient raison, mais il y a encore de l'espoir pour ce parti-là, étant donné que si un candidat fort et rassembleur pour le Québec. Absolument. Écoutez, les Québécois sont attachés à leur langue, à leur culture, à leur identité. Les Québécois, comme tout le monde, veulent avoir les moyens de leurs ambitions. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent un État fort qui est efficace. Puis, ils veulent de l'autonomie. Ils veulent une société distincte. Ils sont fiers. Mais à plus de 60-65 % ils veulent rester dans le Canada. Mais ça, là, c'est la plateforme de la Coalition Avenir Québec. Mmh. Alors, on est vraiment là au cœur du consensus québécois. Nos valeurs fondamentales, c'est les valeurs fondamentales d'une grande majorité de Québécois. Donc, je n'étais pas inquiet pour ma formation politique parce que je sais qu'on est ancré dans ce que souhaite une grande majorité silencieuse de Québécois. Après, c'est normal quand il y a un chef fondateur qui parte que ça inquiète certaines personnes, mais tout parti, à un moment donné, voit son chef ou sa chef fondatrice partir. Ça a été vrai pour René Lévesque aussi, après avoir fondé le Parti québécois. Quand il a quitté, là, il y en a bien qui disaient « le PQ, c'est fini », mais non, absolument pas. Puis c'est correct aussi. À un moment donné, je pense que M. Legault, en grand premier ministre, a vu qu'il y avait une usure du pouvoir et qu'il avait beau avoir la meilleure idée, les Québécois étaient moins portés à l'écouter. Donc, il a décidé de se retirer, je pense, dans l'intérêt du Québec et de la formation politique qu'il a créée. Donc, avec le recul, on peut dire que pour le parti, ça a été une bonne décision parce que ça permet le débat d'idées qu'on a actuellement et de permettre une relance avant l'élection qui s'en vient. Absolument. Puis justement, ce débat d'idées amène la relance. Ce n'est pas une passe gratuite. Il faut être branché sur les Québécois. Si on a juste 2 personnes qui se chicanent sur des concepts abstraits qui n'intéressent personne, ça ne renouvellera rien du tout. Mais écoutez, on a une équipe de 80 députés. On est dans toutes les régions. On a des hommes, des femmes, des plus jeunes, des gens qui ont plus d'expérience, des gens du milieu économique, des gens du milieu communautaire. Dans le caucus, là, on a beaucoup, beaucoup de force. Alors, c'est sûr qu'il y a des idées qui émergent et que les aspirants-chefs se saisissent de ça. Moi, je pense que, oui, il y a une course à chefferie à la Coalition Avenir Québec, mais il y a aussi un bouillonnement d'idées à la grandeur du Québec. Et c'est ça qui est bon, non seulement pour la formation politique, mais pour le Québec au complet.
Et comme je le mentionnais, elle est d'autant plus importante, cette course, c'est qu'on n'élira pas simplement un chef de parti, mais aussi le futur premier ministre. Et ça augmente l'intérêt de cette course-là. Absolument, absolument. Puis ceux qui veulent venir rencontrer Christine Fréchette, le 11 mars, elle sera à Chambly, mais il faut être membre. C'est ça. On va revenir d'ailleurs sur cette course-là parce que votre nom a circulé avant, lors de la démission de M. Legault. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à vous présenter ou c'était pas du tout dans les plans? J'avais déjà réfléchi il y a peut-être quelques années, quand d'autres personnes m'en avaient parlé. Bon, un jour, lorsque le temps viendra. Et puis, ça avait été écarté pour moi. Donc, quand le téléphone s'est mis à sonner, là, je voudrais dans les 3 jours qui ont suivi la démission, l'annonce de démission de M. Legault, j'avais ma réponse toute faite. J'ai des collègues députés, des collègues ministres, d'autres personnes qui m'ont encouragé à y aller, mais c'était pas mon ambition d'occuper le poste de mais il y avait de l'intérêt de chef. De d'autres personnes que... Ou quelques personnes. Ouais. Je ne vous dirais pas qu'il y a 50 personnes qui m'ont appelé, mais il y a quand même quelques personnes, dont certains sont des poids lourds, qui m'ont incité à me présenter, mais j'ai décidé de laisser passer mon tour. Donc, je parlais de votre appui à Mme Fréchette. Là, il y a un dossier, c'est le dossier de l'abolition du PEC. Elle souhaite le rétablir pour 2 ans. Vous êtes le ministre qui avait aboli le PEC, et là, vous avez demandé, je pense, à vos fonctionnaires de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce programme-là. Peut-être un peu nous parler de la situation actuelle, et si on a l'intention de le ramener, pourquoi ne pas le faire maintenant plutôt que d'attendre? Parce que je pense que autant Mme Fréchette que M. Drainville souhaitent quand même rétablir le PEC là, à certains niveaux, mais souhaitent le rétablir. Bien, je pense que ce qui est très clair, c'est qu'on est passé d'un programme, PEC, là, c'est Programme Expérience québécoise, à un programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et que le nouveau programme, c'est vraiment un programme qui est supérieur à l'ancien. Pour que l'État national, le Québec, soit capable de sélectionner, en PSTQ, le S, ça veut dire sélectionner, les travailleurs qualifiés, en disant, mais ceux qui sont ici depuis plus longtemps, ceux qui maîtrisent bien le français, mais même ceux qui ont un niveau supérieur de français. Il y a le niveau de base, mais ceux qui le maîtrisent plus ont plus de points. Les gens qui sont éloignés de Montréal, parce que l'intégration à la nation est beaucoup plus facile quand on sort des grands centres. Et évidemment, ceux qui travaillent dans nos secteurs prioritaires, santé, éducation, ingénierie, le manufacturier qui est très important aussi, le tourisme dans certaines régions. Il faut être capable de prioriser ces secteurs-là et de ne pas juste aller à premier arrivé, premier servi. De ça, je suis convaincu. Convaincu, parce que peu importe le nom du programme, on n'en fera pas rentrer plus ou moins. On a des cibles d'immigration qui disent qu'on va faire rentrer à peu près 29 000 personnes dans la catégorie économique cette année. Donc, une fois qu'on a dit ça, qui on fait entrer? Bon, quand on a dit on lance le nouveau programme, on a dit on ferme l'ancien. Ceux qui étaient déjà inscrits dans l'ancien programme, on les a traités dans l'ancien programme. On pourrait dire que c'est une forme de clause grand-père. Ils s'étaient inscrits avant qu'on le ferme, on les a traités comme ça. Ceux qui étaient sur le territoire, quand on l'a fermé, bien, il y en a qui disent « Ouais, mais là, moi, j'étais sur le territoire, il faudrait me laisser appliquer dans ce programme-là. Et là, toute la question, c'est la transition d'un programme à l'autre. Parce que c'est sûr qu'on s'en va vers le nouveau programme qui est supérieur à l'ancien. M. Drainville a une proposition, Mme Fréchette a une autre proposition, mais dans les deux cas, là, on est dans une mesure, je vous dirais, qui permettent de passer de l'ancien programme, qui sera aboli d'une manière ou d'une autre, graduellement, au nouveau programme. Donc, rendu là, on est dans la nuance et on n'est pas dans l'urgence. Parce que le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre sera connu dans quoi? Moins d'1 mois et demi ou à peu près. Donc, je ne crois pas là, que l'essentiel, c'est de brusquer les choses. Surtout que tout le monde s'entend sur la destination. Puis la destination, c'est le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. OK. Mais alors, donc, vous en avez sans doute parlé à Mme Fréchette et à M. Drainville. Pourquoi dans ce cas-là, il ramène le fait de maintenir le PEC si le nouveau programme que vous amenez est jugé supérieur? Et j'en doute pas une seconde. Mais pourquoi on ramène ça dans l'actualité? Si on porte attention à ce que disent les deux candidats, les deux disent que le programme d'avenir, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés, un nouveau programme. Puis pour la période de transition, les deux proposent des idées qui sont légèrement différentes. Mais c'est normal dans le cadre d'une course à la chefferie. Chacun amène sa piste de solution, mais quand je regarde ça froidement, moi, bien, je me dis qu'il n'y a pas une grosse nuance
entre ce que les deux amènent en termes de période de transition vers le nouveau programme. Et à la fin, on va accueillir des gens. C'est important de le dire. Il y a des gens qui disent « Ah, avec le nouveau programme, vous ne sélectionnerez plus des migrants. » On va garder le même nombre d'immigrants. Mais l'affaire, c'est qu'on va sélectionner d'abord ceux qui sont dans des domaines prioritaires. Puis, je pense que les Québécois sont d'accord avec ça. Hein? Évidemment qu'on sélectionne ceux qui vont être en emploi, mais dans des secteurs aussi où il y a beaucoup de chômage. Si j'ai le choix, j'ai 2 immigrants qui travaillent, mais un dans un domaine où il y a très peu de chômage, puis un autre dans le domaine où il y a énormément de chômage, puis un qui est dans le secteur manufacturier, l'autre qui est dans un secteur moins prioritaire. Évidemment qu'on doit utiliser nos leviers. On a la chance d'avoir le loisir de sélectionner les gens qui vont le mieux s'intégrer d'un point de vue économique, culturel, linguistique. Alors, faisons-le. Ouais. Mais comment on peut expliquer cette angoisse-là des immigrants face à ce programme-là? Bien, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de désinformation. Écoutez, j'ai lu que le nouveau programme, c'est un tirage au sort. Alors que depuis tout à l'heure, je vous explique que c'est une sélection. Mais c'est écrit en toutes lettres dans les médias. Alors, évidemment, les gens qui lisent ça, ils disent un tirage au sort. Je ne peux pas tirer ma vie au sort comme un papier dans un chapeau. Il y a des gens qui... J'ai lu dans le journal aussi, là, qui disaient « Ah, on n'a pas de points si on fait un salaire qui est trop bas. » Il n'y a aucun critère sur le nouveau programme qui est lié au salaire. Donc ça, c'est sûr que c'est des informations qui sont inexactes, qui alimentent l'angoisse. Mais le réel problème, c'est le fait qu'en attendant d'être appelé par Québec, d'être sélectionné, que ton tour vienne, que ce soit dans un programme ou dans l'autre, il faut qu'Ottawa renouvelle les permis de travail. Et c'est ça qui crée la vraie angoisse, l'inquiétude, etc. C'est parce que pendant des années, lorsqu'on était travailleur étranger temporaire, avec un statut temporaire, lorsqu'on arrivait à la fin du permis, Ottawa le renouvelait pour 1 an ou 2 ans, même des fois 3 ans. Il n'y avait pas de question. Si vous êtes encore en emploi, on renouvelle votre permis. Puis, en 2024, à la fin de l'année 2024, Ottawa a dit non. Là, en fonction des régions, là, je vais arrêter de renouveler des permis de travail. Puis quand vous arrivez à la fin, là, je vais vous expulser. Et c'est là que les gens disent, bien, voyons donc, mon permis finit, par exemple, en mai ou en juin. Donc, il faut que Québec me donne la résidence permanente parce qu'Ottawa ne renouvelle pas mon permis temporaire. C'est une situation qui a été rapportée la semaine dernière sur ce plateau-là parce qu'il y a des entrepreneurs d'ici qui sont allés à Ottawa, justement, parce qu'on souhaite que les 2 programmes s'arriment pour tenter de régler ce problème-là, justement. Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont un statut temporaire sur le territoire québécois. C'est énorme, des centaines de milliers. Puis la plupart, Québec ne les a pas choisis. C'est Ottawa qui nous les a envoyés. Mais toutes ces centaines de milliers de personnes-là, si on renouvelle leur permis, bien, pendant ce temps-là, ils améliorent leur niveau de français, ils s'enracinent dans le Québec, puis Québec peut en absorber, disons, 25 à 30 000 par année, graduellement. Mais si Ottawa arrête de renouveler les permis, ça crée de l'urgence, ça crée un embouteillage, puis nous, on ne peut pas admettre 100 000 personnes en une seule année. On ne peut même pas faire ces vérifications-là sur la sécurité même des personnes. Donc, ce n'est pas raisonnable. Donc, il faut qu'Ottawa fasse son travail pour que nous autres, on puisse le faire. Puis là, après ça, PEC ou PSTQ, il n'y a personne qui sera stressé. M. Roberge, merci beaucoup parce que je sais que vous êtes un homme très occupé. Vous avez plusieurs fonctions et c'est toujours très apprécié que vous preniez du temps pour venir s'entretenir avec nous. Et puis, on va suivre la course à la chefferie avec beaucoup d'intérêt parce que c'est très important. Comme je le mentionnais, ce n'est pas qu'un chef de parti qu'on élit, mais surtout le futur premier ministre du Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On fait une courte pause et on revient tout de suite. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
Les amateurs d'humour seront contents de savoir que Saint-Jean Comédie revient pour une deuxième année. Il y a d'ailleurs eu un premier événement tout récemment. Pour nous en parler, on a Jean-Guy Junior Carrière, qui est le responsable de Saint-Jean Comédie. Monsieur Carrière, bonjour. Bonjour, Mario. Il y a eu déjà une soirée là, pour la Saint-Valentin qui s'est déroulée il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On a une super belle soirée. La thématique, c'était la Saint-Valentin. On voulait débuter avec quelque chose d'accrocheur. Puis je pense qu'on l'a eu. Bon. Comment est venue l'idée de présenter ça? Là? Donc, c'est de retour cette année, mais comment on en est venu à présenter ces soirées d'humour? Ça se passe au restaurant La Berge? Oui, Les Berges, exactement, Les Berges, anciennement le Nautique. C'est qu'à l'époque, vous le 10 ans, avec C'est Dieu l'éveillé, qui a participé même ici à l'émission avec Éric Lateau, il y avait son spectacle à tous les vendredis. Moi, j'étais là pour faire les vidéos puis les photos promotionnelles, puis je me suis mis à travailler, en fait, aux Berges comme cuisinier, parce que de métier, je suis cuisinier. Puis avec les nouveaux propriétaires, je leur ai suggéré de reprendre le concept. Ils ont accepté. Puis je suis en charge maintenant. Au début, c'était eux qui me payaient pour le faire. Puis après 2 ans, je me suis tanné. Je leur ai dit, je vais le prendre en charge, c'est à mes frais. Puis maintenant, je vais décoller la machine. Là. C'est ça. Exact. Donc, c'est présenté une fois par mois. Je pense que c'est le premier jeudi de chaque mois. Exact. Et il y a des thèmes, donc, associés à ces soirées-là. Je vais vous en nommer quelques-unes. Là. Le 5 mars, la Saint-Patrick. Le 2 avril, le Poisson d'avril. Le 7 mai, 4 juin, Fête des Pères. Fête des Mères, Fête des Pères. Donc, c'est relié aux événements, si on veut, du mois ou de la période de l'année. C'est important de faire ça pour, justement... Pour moi, c'est pour trouver quelque chose qui va associer à une personne. Je veux dire, on a dans les thématiques, Poisson d'avril, ces choses-là. On a aussi le départ pour les vacances, le retour des vacances, c'est comme ça. Fait que j'essaie d'aller jumeler ça un peu pour associer au quotidien, un peu. Mm-hmm. Quel genre d'humoriste et d'humour on va aller chercher dans ces soirées-là? Bon, c'est du stand-up, là, mais est-ce qu'on a un profil en particulier qu'on veut... J'essaie toujours d'aller chercher une tête d'affiche pour la promotion. Puis moi, j'aime ça accentuer un peu sur la relève. Je veux pas être le tremplin, mais je veux avoir quelque chose qui va faire une porte d'ouverture pour les artistes et les humoristes. C'est ça, parce que la tête d'affiche de la semaine dernière, c'était Mélanie Couture. Exact. C'est ça? Oui. Donc, on nous promet une tête d'affiche à peu près à chaque soirée du monde. Si les finances nous le permettent, en fait, là, avec les commanditaires, ces choses-là, mais oui, on travaille beaucoup sur le projet. Bon. On ne peut pas annoncer vraiment... en fait, on sait que c'est David Vadeboncoeur qui sera l'animateur principal de ces soirées-là. Oui, c'est ça, qui est natif de Saint-Jean. Donc, peut-être nous expliquer un peu le choix derrière David. C'est un humoriste d'ici. Il est en pleine expansion, lui, avec. Je me suis dit que ça aurait été intéressant de le ramener dans son patelin puis venir présenter les artistes qu'on cherche à faire émerger. C'est ça. Mais est-ce que ça rejoint le genre d'humour que vous voulez offrir aux gens pour ces soirées-là? Je suis ouvert à toutes sortes d'humour. Puis les gens, en théorie, je veux dire, on n'a pas toute la même gamme d'humour non plus. Fait qu'on essaie d'aller piger un peu dans un peu tout, là, pour justement... en fait, les individus, ce genre de soirée-là, de toute façon, sont habitués de ne pas savoir à l'avance qui sont les humoristes. Ils sont prêts à accepter n'importe quelle offre qu'on leur fait ces soirées-là. Donc, c'est un peu ça. Là. On le sait d'avance, nous. Moi, dans le fond, je le sais vous d'avance. Mais vous l'annoncez pas d'avance, les humoristes. Est-ce que vous allez... oui, parce qu'en fait, quand on fait l'infographie, on a les images. Vous allez les annoncer, OK? Ce ne sera pas de surprise pour les gens. Comme là, je sais déjà... là, c'est pas que j'allais dans mon téléphone, mais je sais déjà qui va être là pour avril et mars, déjà. Là. OK. Fait que, c'est ça. Dans le fond, on fait l'infographie, puis une fois que l'infographie est faite, après ça, on part la promotion. Donc, pouvez-vous nommer quelques têtes d'affiches? Là, j'ai Frankie qui va être là pour le mois de... Là, on est quoi? Février? Mars? On a mars, puis après ça, pour avril, je m'en rappelle plus. Il faudrait que je regarde parce que là, j'ai tellement de discussions avec un peu tout le monde. Là, mais là, je sais que j'ai Frankie qui s'en vient. Donc, ce ne sera pas une surprise, pas comme au bordel où on se présente là, on ne sait pas qui va être là. Là, on va le savoir, ça va être annoncé. Les gens vont le savoir d'avance. Et ce qui est particulier aussi, c'est que ces soirées-là, vous allez aider un organisme qui est le Dôme, la Maison des Jeunes. Pourquoi vous associez à un organisme? Je veux essayer d'accentuer sur les jeunes parce que ce qui arrive, c'est que présentement, on le reconnaît un peu dans la ville, là, il y a beaucoup d'itinérance, ces choses-là. Il y a déjà des gens qui s'occupent de ce problème-là. Moi, je me suis dit, j'aime mieux prévenir au lieu de guérir. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher à la source directement les jeunes pour qu'ils puissent avoir un bagage, les finances, d'avoir des activités, des formations, peu importe, pour justement que quand ils tombent dans la vraie vie, qu'ils n'aient pas besoin de se ramasser où ce que les autres sont présentement. Bon. Donc, en fait, une partie des sommes recueillies lors de ces soirées-là seront remis... Exact. Chaque billet vendu, j'ai une partie là-dessus que je remets directement à eux. J'ai un burger aussi que j'ai conçu
quand j'étais chef de cuisine, qui va être vendu à la Poule Givrée à Saint-Luc. Chaque burger vendu, il y a $1 qui est remis à la Maison des Jeunes. C'est une entente que j'ai eue avec lui. J'ai aussi, je peux faire une annonce officielle, j'ai une bière à l'effigie du spectacle qui s'en vient, brassée par le domaine Berthiaume aussi. OK. Donc, j'essaie de... Ah, je vois ça en grand, moi. Je vois ça en grand, là, je niaise pas que la POC. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Parce que cette formule-là des comédie clubs, Ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne. On connaît le bordel à Montréal, mais il y en a de plus en plus. Je recevais Stéphane Poirier qui tient ce genre de comédie Oui, club j'ai à regardé Fort-Lannes. l'émission, justement. Donc, c'est de plus en plus populaire, ce genre de soirée-là. Oui, c'est très populaire. Tu sais, je veux dire, on est dans un milieu où on a besoin de décompresser puis d'un peu de sortir de notre routine, là. Fait qu'on cherche à aller faire rire les gens puis en même temps leur donner une bonne cause en arrière de tout ça. Oui, c'est ça. Donc, si on revient un peu à la genèse de tout ça, est-ce que d'abord, toi tu étais un amateur d'humour? Est-ce que Oui. tu faisais de l'humour? Ben, j'en faisais pas, mais dans la vie de tous les jours, oui. Là, tout Oui. le monde m'a toujours dit depuis que je suis tout petit, tu devrais faire de l'humour, tu devrais faire du théâtre, mais j'ai pas le guts de me présenter sur une scène. C'est tout nouveau là, que je me présente sur ma propre scène. Oui, parce que c'est ça. En fait, lors du gala, dernier gala, t'as pas... Au mois de novembre? Oui, c'est ça. La finale, la grande finale. Oui. Ouais. On était sold out, puis j'ai embarqué sur scène, ça faisait 2-3 fois, là, puis là, je me suis dit, puis gars, même au mois de février, là, justement, le dernier qu'on vient de faire, j'ai embarqué dessus, je me suis dit, on va écrire une petite joke, on venait d'avoir la vie d'ébullition, là. Oui. Ça va être bon, on m'a trouvé ça drôle, on m'a dit que c'est toute notre faute parce qu'on a fait pipi dans la douche, mais, mais ça a bien passé, le monde, on super ri, puis j'ai fait comme, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ma vocation, j'aime être de la production en arrière, moi. Mais il n'y a pas de sujet tabou, de toute façon, en humour. Lorsqu'on s'est bien amené, on peut parler de n'importe quoi. Tu avais parlé de la vie d'ébullition, mais il n'y a pas de sujet vraiment... Non, on n'arrive pas avec des... on a des thématiques, mais on n'arrive pas avec des sujets genre prérequis. Oui, c'est ça. C'est du pur hasard. Souvent, les artistes écrivent un peu, même des fois à la dernière minute, assis, ils écoutent les autres, il y a des petits punchs parce qu'ils analysent un peu le ce public, genre de soirée-là laisse place à ça, justement. Hein? Un peu plus d'improvisation, un peu plus de... En parlant avec le public, des fois aussi, tu as des choses qui te viennent à l'esprit, fait que c'est plus facile de cibler. Oui. Et parmi les thèmes, là, il y a le 1er octobre, l'Halloween, et il y aura la grande finale de l'édition 2026 au mois de novembre. Moi, je me donne toujours un 2 mois de break pour replacer mes affaires après. Oui, c'est ça. Les gens qui veulent assister à ces soirées-là, donc les billets sont en vente de quelle façon? À la SPEC. À partir de la SPEC sur le site Internet. Sinon, à partir de la page de Saint-Jean Comédie, on a une page créée avec Google Site, là, qu'on peut aller dessus, mais tout est relié directement à la SPEC. Donc, pour connaître les artistes qui vont faire les différents galas, peuvent aller sur le site Internet. De toute façon, ils sauront qui sont. Toutes les informations sont présentes. M. Carrière, merci beaucoup. Bon succès pour Saint-Jean Comédie. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.